Ma critique avec et sans spoiler du troisième volet des Gardiens de la Galaxie, film mémorable. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch, la chaîne de critiques ciné, séries, TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, je suis également présent sur les réseaux TikTok et Facebook. Au plaisir de vous y retrouver. Mon avis général, il est simple, sans spoiler, c'est sans doute le meilleur des Gardiens de la Galaxie, et c'est peut-être l'un des meilleurs films jamais réalisés, jamais produits au sein du Marvel Cinematic Universe. C'est un condensé d'émotions qui faisait justement défaut, cette émotion aux Gardiens de la Galaxie 1 et 2, qui vous fait vibrer, qui vous fait parfois pleurer, qui vous fait alterner entre des sentiments de culpabilité, de joie, d'empathie très forte pour ce que ressentent les personnages. Bref, on a un film qui est grandiose et qui rivalise à mon sens sans problème avec Infinity War ou encore Iron Man 1. Les Gardiens de la Galaxie 3, il est dans mon top 3 des films Marvel sans problème. Il est extraordinaire ce film, on est vraiment dans ce que le cinéma peut produire de mieux pour un film de super-héros. C'est l'apogée d'une saga qui est culte, qui est épique et qui a déjà commencé il y a 10 ans. Purée, ça fait déjà 10 ans qu'on connaît quasiment les Gardiens de la Galaxie au cinéma. Et ça fait plaisir parce que James Gunn, qui devait être viré en 2018 pour des tweets très lointains, il devait être viré de Marvel, et bien le mec s'en tire avec une énorme palme d'or, un énorme bras d'honneur à la censure, et il s'en tire du coup avec l'un des meilleurs films peut-être jamais produits sous Marvel. Et ça fait plaisir. Le scénario il est extrêmement riche parce qu'on a plusieurs histoires en une seule et même histoire. Et ça fait du bien, c'est bien travaillé dans la mesure où il y a énormément d'éléments scénaristiques qui vous sont offerts. On a également beaucoup de focus sur le passé, sans spoiler, de Rocket Raccoon, c'est écrit dans le synopsis, mais le fait est que c'est un scénario qui apporte énormément de choses et qui est loin d'être pauvre. On est vraiment dans un scénario qui est riche et qui veut donner du contenu à son spectateur. Je peux vous dire que les 15 € que j'ai payés, j'en suis ressorti de là avec quasiment un investissement, tellement j'ai pris du plaisir avec ce film. J'en ai appris énormément et j'en suis ressorti vraiment pas indemne. La durée du film, 2h40, ça peut paraître long sur le papier, là ça l'est pas du tout, ça passe super bien. Comme je le disais, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est extrêmement bien rythmé. Vous avez des éléments qui sont très rapides, qui sont justement amenés avec une extrême rapidité. Au contraire, le scénario parfois prend quelques lenteurs, voulues, assumées, mais bien ficelées pour justement donner une rythmique et l'impossibilité de s'ennuyer sur ce scénario-là, sur ces 2h40. Les personnages. C'est chouette parce qu'il y a vraiment deux grands gagnants dans ces personnages-là, Drax et Rocket Raccoon. Dans ma vidéo rétrospective sur les Gardiens de la Galaxie, je dénonçais un petit peu le manque d'impact qu'avaient ces personnages-là sur les scénarios. Là, ce film-là, il est vraiment fait pour à la fois Drax et à la fois Rocket Raccoon. Ça fait du bien parce qu'on était habitué à l'image un petit peu imbécile de Drax, le semi-bouffon quasiment, dans les Gardiens de la Galaxie 2, et Rocket Raccoon, et bien comme son nom l'indique, un raccoon pourtant doté d'une intelligence absolument incroyable. Là, c'est simple, Drax, c'est une véritable révélation dans ce film-là, et Rocket Raccoon, c'est encore plus simple, le film, c'est lui. Adam Warlock, je l'ai trouvé très sympa. Il est complètement cohérent par rapport à ce qu'avait dit James Gunn dans ses diverses interviews quand il avait dit c'est un bébé. Effectivement, il a cette personnalité-là, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui ne comprend pas forcément la vie, ça n'est pas un spoil, c'est vraiment ce qu'il a dit, c'était écrit dans beaucoup d'articles. Mais le fait est que c'est un rôle qui n'est pas facile parce que jouer un abruti justement de 15 ans avec des pouvoirs qui peuvent rivaliser quasiment avec les plus gros super-héros ou les plus gros super-vilains justement du MCU, eh bien c'est quand même pas facile. Juste un petit regret, c'est une facilité scénaristique l'entourant. Il est très aisément devinable de comprendre ce qui va lui arriver et quel sera le dénouement pour Adam Warlock. Le maître de l'évolution. C'est peut-être le meilleur personnage, le meilleur super vilain jamais créé par le MCU avec Thanos en termes de construction intellectuelle, de compréhension de ce qu'il désire, de cohérence dans sa folie, de cohérence dans le futur macabre, funeste qu'il désire pour l'univers en général. Mec, c'est vraiment la personnification incarnée de ce que la science a de plus terrible, de plus fou, de plus crazy, vraiment, c'est exactement ça. C'est vraiment de la madness, c'est vraiment de la folie. Il incarne cette espèce de folie qu'on retrouvait peut-être pas assez dans Thanos, alors que c'est pourtant le titan fou, mais moi je l'ai trouvé extraordinaire parce qu'il était construit intellectuellement, il était posé, c'était un méchant qui justement était raisonné. Là, on a à l'inverse un méchant qui est raisonné, qui est cohérent dans sa logique complètement what the fuck, complètement allumé, mais
il est surtout complètement fou. Et ça fait plaisir. On a un personnage qui est cohérent dans sa folie. On a un manichéisme qui est absolu, mais ce mec-là, son idéologie, il est convaincu de faire le bien, quand bien même il doit y avoir des millions et des millions de cadavres justement sous les pavés de ce monde si parfait qu'il souhaite créer et entreprendre. Et ce que j'ai trouvé en plus exceptionnel, c'est que ce mec-là, il arrive à nous faire réfléchir sur des aspects fondamentaux de la vie, à savoir nous, les êtres humains, quel rapport avons-nous aux êtres vivants qui nous sont inférieurs ? Quel est notre rapport finalement aux vivants? Et ce film, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des problématiques qui sont évidentes et qui font écho à des problématiques actuelles, notamment notre rapport justement aux animaux et au traitement qu'on leur réserve. Enfin, Gamora, je la cite également parce que c'est bien, parce qu'elle est cohérente à l'image de la Gamora que l'on se faisait dans Endgame. Et ça fait du bien. Il y aurait eu des facilités scénaristiques tellement évidentes sur elle, et pourtant, James Gunn n'a pas emprunté cette voie-là. On a une Gamora qui est surprenante, qui est intéressante, et qui surtout, du coup, est fidèle quand même à l'image que l'on s'en faisait à la fin d'Endgame. Et ça, c'est très bien. L'émotion. Comme je le disais, c'est vraiment le gros point fort du film. C'est ce que je dénonçais un petit peu dans ma vidéo rétrospective des Gardiens de la Galaxie. C'est ce qu'il manquait vraiment dans les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, vraiment de l'émotion. Là, purée, vous en êtes gorgé à la fin de 2h40 de film. Le poil, il s'est hérissé plusieurs fois, vous avez eu des frissons, vous êtes passé par plusieurs stades, la joie, la compréhension vis-à-vis des personnages et ce qu'ils traversent, une empathie très très forte à leur égard. Beaucoup de moments qui sont difficiles à tenir, qui sont difficilement soutenables en fait pour les yeux, pour l'œil, parce qu'il y a des choses effectivement qui sont dures. Bref, on a un film qui est 100% émotion alors qu'il est 100% CGI, effets spéciaux, et c'est ça qui est incroyable. Cette corrélation finalement entre le faux et quelque chose qui arrive à nous mener vers différents stades d'émotion. On arrive pleinement à ressentir ce que ressentent les personnages. Bref, ce film, il matrixe un petit peu la tête et vous en ressortez de là, mais pas forcément indemne. Enfin, pour terminer cette partie sans spoiler, la réalisation. Personnellement, je la trouve impeccable, elle est magistrale. On a des plans qui sont superbes, on a des plans d'ensemble qui se transforment naturellement en des plans généraux, mais qui amènent bien du coup toute cette immersion que l'on aime tant en fait dans les Gardiens de la Galaxie. A l'inverse, on a parfois des plans qui sont des gros plans qui se transforment naturellement en de très très gros plans pour bien insister sur ce que ressent le personnage, et c'est ce qui participe à ce sentiment d'empathie qui est fondamental en fait dans ce film là. James Gunn, à travers ce film, il veut nous faire ressentir ce que ces personnages ont ressenti. Les émotions les plus tristes et les plus graves, comme les émotions les plus joyeuses et les plus lumineuses, j'ai envie de dire. Bref, on a une réalisation au service d'une émotion très forte véhiculée chez le spectateur. En plus de ça, on a des jeux d'acteurs que je trouve particulièrement impeccables. On arrive vraiment à s'imprégner de ce qu'ils ressentent. Voilà, comme d'habitude, cette vidéo, elle se découpe en deux parties. Là, c'était la partie sans spoiler. Je vous invite à couper la vidéo maintenant, à cet instant précis, si vous n'avez pas vu le film. Et pour ceux qui l'ont vu et qui désirent poursuivre avec moi, eh bien, je vous dis à tout de suite. Et un gros merci à ceux qui sont restés jusque-là. Alors, plusieurs spoilers, je vais m'intéresser pour moi au plus intéressant, parce que sinon je ferai une vidéo de 45 minutes. Gamora. J'ai trouvé ce personnage extraordinaire. Comme je le disais dans la partie sans spoiler, elle est cohérente vis-à-vis de la Gamora qu'on avait dans Avengers Endgame. Là, on a quelqu'un qui est sensiblement différent de la Gamora que l'on a connue, nous, en 2014, pardon. Et ça fait plaisir parce que la facilité scénaristique de vouloir l'amener dans les bras naturellement de Peter Quill et qui revivent finalement une histoire ensemble, alors qu'ils ne se connaissent pas tant que ça, les deux sont très différents, ça aurait été gâcher le film. Là, bien au contraire, on a Peter Quill, Gardien de la Galaxie, et on a Gamora, qui est une ravageuse. Elle a senti pendant un moment ce que la précédente Gamora avait pu ressentir auprès de Peter Quill. Elle a réalisé la personne qui était Peter Quill, qui est Peter Quill. Elle a réalisé effectivement que dans cet univers parallèle, dans ce multiverse, elle aurait pu effectivement, elle a vécu des choses qui étaient intéressantes, et comme elle est dans le film, ils ont dû bien se marrer tous les deux. Mais là, le fait est que leur relation est complètement impossible. Et j'ai trouvé cette relation, la manière d'amener justement cette relation impossible entre ces deux personnages-là, très touchante. On a affaire à quelqu'un qui est détruit par la vie, Peter Quill, la preuve d'ailleurs dans le début du film, il est rongé par l'alcool, la mort l'a complètement envahi, il n'a plus finalement aucun désir de vie, la vie n'a plus rien à faire, la vie n'a plus rien à lui offrir,
et il est face à cette personne-là qui justement ne le reconnaît pas et est complètement insensible à son charme. Cette relation, elle est difficile, mais c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est une relation qui est dure. Et en plus d'être dure, et bien du coup elle est cohérente par rapport à ce qui nous était offert dans Avengers Endgame, et ça fait plaisir. Adam Warlock, bon ben on le comprend très vite, mais Adam Warlock en fait c'est un prétexte justement à son introduction, ce film. Il est pas là pour être la grande star des Gardiens de la Galaxie 3, il est juste là pour être introduit comme nouveau Gardien de la Galaxie. C'est exactement ce que j'avais dit dans ma vidéo rétrospective des Gardiens de la Galaxie, il y avait que quasiment deux solutions. Soit c'est un méchant, il le reste jusqu'au bout, soit c'est un méchant, un faux méchant qui devient gentil et qui rejoint les Gardiens de la Galaxie comme c'est prévu dans les comics. Bon bah James Gunn a choisi cette deuxième voie, qui est, je trouve, une voie assez simpliste du point de vue de la scénarisation. J'aurais aimé peut-être en voir un petit peu plus. Au-delà du gamin très bien joué, avec des pouvoirs extraordinaires, j'aurais aimé le voir faire un petit peu plus de ravages que ça. Un petit peu plus. Bien évidemment, il est quand même responsable de l'état dans lequel a été mis Rocket Raccoon, mais j'aurais aimé le voir faire plus de dégâts et ressentir peut-être plus de remords par rapport à ce qu'il a fait. Pas des regrets, mais vraiment des remords mais vraiment dans sa chair en fait. Là au final on a un être qui bascule du côté obscur entre guillemets vers le côté lumineux entre guillemets, sans plus que ça. Le maître de l'évolution, on y arrive. C'est vraiment le cœur du film, c'est le super vilain par excellence. Comme je le disais, il est construit, il est intellectualisé, et son rapport à la vie, en plus de nous faire réfléchir, on arrive à le comprendre très rapidement. Tout ce qui n'est pas lui finalement, tout ce qui est à son sens primitif, ne mérite pas d'exister et doit être remodelé, recréé, enfin détruit pour justement que de ses cendres renaisse un avenir plus radieux, un avenir parfait à son image. J'ai trouvé sa phrase de fin extraordinaire en réponse à une de ses subordonnées, quand elle lui dit « For God's sake » et il lui dit « Il n'y a pas de Dieu, c'est pourquoi j'ai pris sa place ». Et c'est là que vous voyez dans les yeux de ses subordonnés, purée, mais en fait, on a mis sur un piédestal un mec qui se prend pour un dieu. Et il est extraordinaire ce personnage-là, c'est un véritable psychopathe, mais qui est complètement fou. Il est malade, conformément à la version qu'on pouvait retrouver dans les comics, qui devient de plus en plus fou, qui sombre dans la folie suicidaire. Mais on a un personnage qui est cohérent de A à Z et qui est vraiment plaisant à regarder. Quoi de mieux pour Rocket Raccoon que de voir son ennemi de toujours ramené à ce qu'il est, un espèce de tas de chair purulent et complètement détruit, derrière lequel il essayait de se cacher avec un espèce de masque artificiel. Eh bien non mon coco, tu es parfaitement rappelé à ce que tu es, un tas de chair pourrissant. J'ai l'impression de citer Fight Club quand je dis ça. Petit focus également sur Drax. Purée, on a enfin le Drax que l'on mérite. Le Drax du 1 était extraordinaire, le Drax du 2 tendait à se bouffoniser, c'était ce que je reprochais dans ma vidéo rétrospective. Là, on a enfin le Drax que l'on mérite. Et quand Nebula lui dit « Tu n'es pas né pour être un destructeur, tu es né pour être un père », purée, mais donnez-moi les mouchoirs parce que c'est exactement ça. On a enfin le Drax qui mérite d'être mis en lumière au sein des Gardiens de la Galaxie. Celui qui est reconnu comme finalement quelqu'un de simple, pas forcément très intelligent, et qui s'accepte comme tel, qui n'est pas forcément un grand super-héros, qui est quand même assez limité, il n'a aucun pouvoir, il n'a rien de comparable avec le Drax des comics, et qui pourtant s'avère être doté de l'arme la plus fatale qui existe dans le monde, dans l'univers, un cœur en or. Issu d'une race inférieure et élevé normalement au destin de destructeur, Drax est en fait condamné à un futur bien plus noble, celui d'être un père pour tous ses enfants accueillis dans cette nouvelle cité qui est Nowhere qu'ils veulent recréer justement avec Nebula. Et ça fait du bien parce qu'on a une fin qui justement donne le peps, donne le sourire. Et purée, ouais, c'est une belle fin et ça fait plaisir quand même des belles fins comme ça dans l'histoire du cinéma. Ce film, il est également très intéressant dans le sens où c'est la fin des Gardiens de la Galaxie tels que nous les connaissons. Nous en avons de nouveaux. Nous avons Cosmo qui était un petit peu introduite à travers Happy Holiday et qui est clairement là bien introduite comme il faut. On comprend toute la puissance de cette chienne issue de l'ère soviétique et détenant des pouvoirs psychiques à l'image d'un céleste. On a Kraglin que j'ai trouvé peut-être un petit peu effacé dans le film, mais bon c'est un peu le but du jeu. Il était un petit peu arrivé à la fin, c'était pas le but qu'il remplace comme ça les Gardiens de la Galaxie. On peut également citer que j'ai trouvé très intéressant justement ce focus qui est fait dans la première scène post-générique sur cette petite fille qui à mon sens je pense est Phyla-Vell, donc du coup elle fait partie de l'univers des Captain Marvel. Bien évidemment Groot, bien évidemment comme c'était téléphoné malheureusement Adam Warlock, et enfin personnage central Rocket Raccoon, le véritable leader dans le MCU,
des Gardiens de la Galaxie, alors que dans les comics, c'est un petit peu en dents de scie. C'est un véritable adjoint à Peter Quill, il arrive à prendre le relais quand Peter Quill n'est pas là. Là, par exemple, dans le face-à-face entre Peter Quill et Thor, qui était extraordinaire, on ressentait que c'était lui en fait le leader naturel entre les deux, c'était lui bien évidemment. Et là ça fait du bien parce que c'est lui qui devient le chef du coup de cette bande. Alors malheureusement ça n'est pas du tout annoncé dans les scènes post-génériques, on voit la nouvelle formation des Gardiens de la Galaxie, mais à aucun moment ça nous est confirmé justement qu'il y aura un film centré sur eux. Bon, moi j'aimerais bien, attention pour autant que ça ne tire pas trop sur la corde. On a des personnages qui sont très intéressants, il faudra pour cela qu'ils soient exploités et qu'on arrive à retrouver un petit peu la magie des Gardiens de la Galaxie. Même si pour moi, et selon les déclarations que j'avais pu lire de James Gunn, les Gardiens de la Galaxie, normalement, c'est terminé. Mais comme on dit, hein, là où il y a de l'argent, il y a toujours de l'inspiration pour des scénarios. Ce qui nous amène tout naturellement à la scène post-générique numéro 2, où Peter Quill retrouve son grand-père, et on a cette phrase, le légendaire Star-Lord will return, il reviendra. Bon, cette annonce, elle me fait ni chaud ni froid. Ni chaud dans le sens où j'ai envie de dire attention, parce que si c'est pour tirer sur la corde avec un épisode qui est pas forcément très intéressant, d'un Star-Lord sur Terre, ouais, bof, pourquoi pas. Et en même temps, pas froid, parce que ce serait quand même un plaisir de retrouver Chris Pratt dans ce rôle qui lui est quand même assez... qui lui colle à la peau en fait. Chris Pratt sera toujours Peter Quill, Star-Lord. Il l'incarne à la perfection et quand on regarde les comics et quand on regarde la version de Chris Pratt, on a du mal à se dire que qui a inspiré qui en fait. Bref, donc une annonce un petit peu ni chaud ni froid, on verra ce que ça donne. Moi je serais peut-être un peu plus hypé pour un Gardien de la Galaxie, on va dire 4 entre guillemets, même si c'est une idée quand même assez dangereuse. L'idée d'en finir maintenant avec les Gardiens de la Galaxie serait je pense la meilleure des idées possibles, notamment avec le départ de James Gunn vers DC Universe. Voilà, c'est tout pour moi, merci à vous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, TikTok, et à faire sonner la petite cloche en bas à droite pour être au courant de mes dernières publications. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle critique ciné, série, TV sur l'ensemble de ces réseaux. Portez-vous bien comme dirait l'autre. Salut les Watchers!